C'est avec une profonde solennité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Notre nation, le Gabon, se trouve à un tournant décisif de son histoire. Chaque battement de mon cœur résonne avec l'importance de ce moment et je sais que vous ressentez, tout comme moi, le poids de notre responsabilité collective. J'ai toujours été convaincu, et je le reste, que seule la voie démocratique peut garantir un avenir de justice, de liberté et de paix durable pour notre peuple. La démocratie est le pouvoir du peuple, exercé par le peuple, pour le peuple. Abraham Lincoln. C'est cette conviction qui m'a conduit à faire des choix difficiles mais nécessaires. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 2023, j'ai mis de côté mes ambitions personnelles pour soutenir un candidat consensuel, animé par l'espoir de voir notre peuple se redresser, retrouver sa dignité et emprunter enfin la voie de la prospérité. Avec la plateforme Alternance 2023, nous avons remporté l'élection. Une victoire qui n'appartenait ni à un homme, ni à un parti, mais chaque Gabonais et Gabonaise. Une victoire arrachée par notre détermination, notre travail acharné et notre foi en un avenir meilleur. Mais hélas, chers compatriotes, cette victoire a rapidement été menacée par une tentative de coup d'État électoral, une tactique malheureusement familière du régime Bongo-PDG, habitué à piétiner et à réprimer la volonté populaire. Franklin Delano Roosevelt disait que la liberté n'est jamais donnée, elle est conquise. Contre toute attente, l'histoire nous a rappelé la force de notre destin national. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a mis fin à la dynastie des Bongo, ouvrant ainsi une ère nouvelle de possibilités. Cependant, un défi majeur se présente: réussir notre transition et concrétiser le Gabon nouveau. L'espoir nous anime, mais la vigilance reste de mise face aux enjeux qui se présentent à nous. À la suite du coup d'État, j'ai effectivement été mandaté aux côtés de Terence Niembou pour mener des discussions sur l'avenir de notre nation avec les dirigeants de notre sous-région. Le président Obiangema Bazogo présidait alors la CEAC. Comme il est d'usage dans de telles circonstances, nos échanges devaient porter sur les questions essentielles du retour à l'ordre constitutionnel, la durée de la transition, la répartition des rôles entre les véritables vainqueurs de l'élection et les militaires, ainsi que sur les modalités de sortie de crise. C'est dans ce contexte que nous avons été injustement arrêtés et incarcérés. Cette affaire judiciaire n'est pas encore résolue, malgré l'abandon des accusations initiales d'atteinte à la sûreté de l'État, d'intelligence avec une puissance étrangère et de haute trahison. Ceci, en dépit d'un jugement favorable de la Cour d'appel nous disculpant entièrement. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement comme un homme résilient, mais aussi comme un fervent défenseur de la démocratie et de notre patrie bien-aimée. Je porte en moi les aspirations de chaque Gabonais et chaque Gabonaise
qui rêvent d'un pays uni, en paix et prospère. Mes chers compatriotes, l'heure est venue de transcender nos différences et de nous unir pour l'avenir de notre nation. Ensemble, nous avons le pouvoir de façonner un Gabon qui reflète nos plus hautes aspirations. Un Gabon où la justice, l'égalité et la prospérité ne sont pas de simples idéaux, mais des défis tangibles pour tous. La démocratie n'est pas un État, c'est un acte. Et chaque génération doit faire sa part pour contribuer à bâtir cet édifice plus grand et plus magnifique de la liberté et de la justice humaine. C'est John Lewis qui a dit cela. Cette réflexion met en lumière l'importance d'un engagement continu pour la démocratie et la justice. Il est essentiel, tant pour moi que pour de nombreux Gabonais, de réfléchir à la manière dont nous pourrons sortir de cette période de transition. Je le dis encore, il est essentiel, tant pour moi que pour de nombreux Gabonais, de réfléchir à la manière dont nous pourrons sortir de cette période de transition. Ce débat est nécessaire et ne doit pas être éludé. En effet, l'objectif primordial de cette saison exceptionnelle est la refondation de nos institutions. C'est à l'aune de ce critère essentiel que nous devons évaluer la réussite ou l'échec de la transition. Je m'exprime avec force, clarté et sans aucune ambiguïté pour être entendu et compris de tous. Je souhaite ardemment le succès de cette transition, car l'avenir immédiat du Gabon en dépend. L'adoption d'une nouvelle constitution est essentielle. Toutefois, je réaffirme, celle-ci doit être moderne, démocratique, cohérente, impersonnelle et intemporelle. C'est précisément l'objet de notre conférence de presse aujourd'hui. La Constitution doit refléter les aspirations profondes du peuple gabonais. Elle doit incarner nos ambitions, nos valeurs et aussi notre diversité. Le calendrier annoncé prévoit en premier lieu l'organisation de l'élection présidentielle. Cependant, peu d'informations sont fournies sur les autres scrutins. En réalité, il me paraît plus judicieux de commencer par les élections locales et législatives, car un Parlement légitime doit émaner du suffrage populaire. Ce n'est pas le cas actuellement, malgré la qualité indéniable des députés et sénateurs désignés par le CTRI. Je propose donc une inversion du calendrier électoral. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, il est impératif d'examiner attentivement notre projet de constitution, en particulier la méthodologie employée pour son élaboration. Dès le début, il est apparu évident que le processus a été compromis. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Nelson Mandela. Or, la nomination des députés et des sénateurs a été réalisée de manière unilatérale par le CTRI. Un choix qui interroge notre engagement envers un véritable processus démocratique. De même, la sélection des participants au dialogue national, présenté comme inclusif, a suivi une logique similaire, conduisant à l'absence de nombreux acteurs politiques majeurs qui ont façonné notre nation ces 2 dernières décennies. En tant qu'ancien candidat à l'élection présidentielle et président d'un parti injustement privé de sa légalité par l'ancien régime, j'avais exprimé mon désir de participer à ce débat national
mais j'en ai été écarté. Cette situation engendre des conséquences préoccupantes. Les résolutions issues de ce dialogue, qui n'ont jamais été officiellement publiées, mais sont fréquemment citées dans les discours officiels, suscitent de nombreuses interrogations. Beaucoup affirment que ces résolutions ont été rédigées avant même le début des discussions, servant des intérêts qui semblent éloignés des véritables préoccupations de notre nation. De plus, de nombreux participants expriment leur frustration de ne pas avoir été entendus et de ne pas se reconnaître dans les dispositions circulant sur les réseaux sociaux et dans la presse. Le dialogue national, censé être un véritable forum de discussion, a été marqué par l'absence de nombreuses personnalités politiques essentielles, écartées malgré leur volonté d'y participer. Ces exclusions portent atteinte à la crédibilité de ces assises et laissent un réel sentiment d'amertume. Concernant la désignation des membres du comité de rédaction de la nouvelle Constitution, les mêmes principes ont prévalu. Sans remettre en question les compétences des personnes désignées, force est de constater que ce panel ne fait pas l'unanimité. Je tiens également à souligner que les membres de l'Assemblée constituante n'avaient pas la prérogative de modifier ou d'amender les propositions qui leur étaient soumises, se limitant ainsi à formuler des recommandations. Cette restriction soulève de nombreuses questions quant à la légitimité et l'efficacité du processus de rédaction de la Constitution. Pour toutes ces assemblées, les critères de sélection restent opaques et semblent très largement arbitraires. Il est temps de redéfinir notre approche, d'ouvrir le dialogue à tous les acteurs politiques de notre société et de bâtir ensemble une nation plus unie et plus forte. C'est en renforçant notre démocratie et en garantissant l'inclusivité que nous assurerons un avenir meilleur pour le Gabon. Ensemble, œuvrons pour une constitution qui soit le reflet de la volonté du peuple, des intérêts du peuple. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, permettez-moi à présent d'aborder la proposition d'une nouvelle constitution sous un angle fondamental. Cette constitution qui se doit être moderne, cohérente, démocratique, doit garantir la séparation des pouvoirs, tout en demeurant impersonnel et intemporel. Je souhaite partager avec vous quelques réflexions sur certains articles qui, à mon sens, soulèvent des inquiétudes. Tout d'abord, l'article 13, qui semble restreindre l'accès à la propriété foncière aux seuls citoyens gabonais, laisse en réalité une ouverture aux étrangers via la création de sociétés. Cette disposition soulève plusieurs questions. En favorisant les personnes morales, nous risquons de créer une inégalité de traitement entre nos citoyens et les entités étrangères, tout en décourageant les investissements directs étrangers, lesquels sont essentiels pour notre économie. Nous devons donc envisager des moyens qui protègent véritablement l'intérêt national. Concernant l'article 21, relatif au service militaire obligatoire, il convient de s'interroger sur l'existence d'autres moyens de promouvoir l'amour de la patrie et les responsabilités civiques. Nous pourrions renforcer les programmes d'éducation civique dans nos écoles, mettre en place des services civiques volontaires, organiser des campagnes de sensibilisation pour promouvoir nos valeurs nationales et instaurer des journées de célébration qui renforcent notre unité. Le service militaire obligatoire peut en effet être perçu comme une restriction des libertés individuelles et entrer en conflit avec certaines convictions personnelles.
une réflexion supplémentaire sur la nécessité d'une telle obligation s'impose. D'ailleurs, il faut noter que dans la plupart des grandes démocraties du monde, on va vers l'abrogation de l'obligation du service militaire. L'article 41, qui propose de commémorer la date d'un coup d'État comme fête nationale, soulève des questions universelles. Célébrer un événement ayant interrompu un processus démocratique va à l'encontre des principes de démocratie et d'état de droit. Cela pourrait être interprété comme une validation de moyens non démocratiques d'accession au pouvoir, risquant d'encourager de futurs actes similaires. Un tel message pourrait suggérer que les coups d'État sont une voie acceptable de changement politique. De plus, cela pourrait nous mettre en porte-à-faux avec les normes internationales, la communauté internationale condamnant généralement de tels actes. Cette commémoration pourrait nuire à l'image de notre nation sur la scène mondiale. Les dispositions transitoires de la charte de la transition résultant d'un coup d'État ne peuvent en aucun cas prévaloir sur la légitimité d'une constitution adoptée par le peuple. Dès l'entrée en vigueur de cette nouvelle constitution, la charte doit cesser d'exister, car seule la volonté populaire doit guider notre pays. Jean-Jacques Rousseau disait « Seul le peuple détient le pouvoir de définir ses lois ». Concernant l'article 52, sur la durée du mandat présidentiel, un mandat de 7 ans renouvelable une fois me paraît excessif, notamment dans un régime à forte concentration du pouvoir exécutif. Dans de nombreuses démocraties établies, les mandats sont généralement plus courts, quadriennal aux États-Unis, quinquennal en France. Une durée plus modérée permet de garantir un équilibre des pouvoirs et au peuple la capacité de renouveler régulièrement ses représentants. Nous devons veiller à ce que notre système ne se transforme pas en une concentration excessive de pouvoir entre les mains d'un individu, ce qui pourrait fragiliser notre démocratie. Aussi, la formulation de cet article stipulant que nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs manque de clarté. Cette ambiguïté pourrait permettre à un ancien président de revenir au pouvoir après une interruption, allant ainsi à l'encontre de l'esprit de limitation des mandats. Il est utile que la Constitution précise sans équivoque si un ancien président ayant exercé 2 mandats peut ou non se présenter ultérieurement. La transparence est essentielle pour préserver la confiance du peuple envers nos institutions. L'article 53, qui définit les conditions d'éligibilité à la présidence, soulève également des questions. Les critères, notamment en termes d'âge, d'origine et de statut matrimonial, semblent non seulement restrictifs, mais également dangereux pour notre démocratie. Des conditions aussi strictes et discriminatoires risquent de marginaliser des citoyens naturalisés ou d'origine étrangère, créant ainsi une hiérarchie implicite entre les Gabonais de souche et les autres. Cette distinction n'a pas sa place dans une société moderne et ouverte. Le Code de la nationalité de notre République stipule clairement que la nationalité est distincte des droits individuels, ces derniers étant définis par des lois spécifiques. Cela signifie que toutes les personnes détenant la nationalité gabonaise sont égales. Par conséquent, aucune discrimination entre Gabonais n'est acceptable. Aucune hiérarchie ne peut s'établir entre les citoyens en fonction de leurs origines parentales. Il est inadmissible de considérer que ceux nés de 2 parents gabonais seraient supérieurs à ceux n'ayant qu'un seul parent gabonais. Cette approche est non seulement injuste,
mais elle contrevient à l'unité que nous devons promouvoir au sein de notre nation. Notre histoire, marquée par la colonisation et les unions interethniques et interculturelles, a façonné une population diverse. Les Gabonais ayant épousé des personnes d'autres nationalités ainsi que leurs enfants ne doivent pas être stigmatisés ou privés d'opportunités, notamment pour les postes à haute responsabilité, sous prétexte qu'ils ne seraient pas Gabonais d'origine. Nous devons bâtir une nation où chaque citoyen, indépendamment de ses origines, peut aspirer à participer pleinement à la vie politique, économique et sociale du pays. La véritable force du Gabon réside dans sa diversité et dans notre capacité à unir nos forces pour progresser ensemble vers un avenir meilleur. C'est cette vision inclusive et égalitaire que je défends pour notre pays. Chaque Gabonais mérite de se sentir valorisé et de jouir des mêmes droits et opportunités. L'égalité devant la loi est un principe fondamental ancré dans notre code de nationalité. Ce principe transcende toute différence individuelle et affirme que chaque citoyen jouit des mêmes droits, indépendamment de son ascendance. Cette égalité est le socle de notre cohésion nationale et renforce notre sentiment d'appartenance à une communauté unie. Notre nation, façonnée par son histoire, est un creuset de cultures diverses. Cette richesse, fruit de la colonisation et des unions interethniques, est notre force. Nos concitoyens issus de mariages mixtes apportent une perspective précieuse, créant des ponts avec le monde et élargissant nos horizons culturels et économiques. Nous nous devons donc de rejeter toute stigmatisation. Nous devons donc de rejeter toute stigmatisation ou disqualification basée sur des critères d'origine. Une telle discrimination est non seulement injuste, mais prive également notre société d'un potentiel inestimable. Notre devoir est d'éradiquer les préjugés, garantissant ainsi à chaque Gabonais l'accès à des opportunités équitables. En embrassant une approche inclusive, nous bâtirons un Gabon plus fort, où chaque individu est encouragé à contribuer au développement national, faisant de notre diversité un atout majeur. En somme, l'inclusion et l'égalité sont les piliers d'un avenir où chaque Gabonais peut s'épanouir pleinement. C'est dans l'unité que nous puiserons la force nécessaire pour relever les défis de demain et construire une nation où chacun se sent valorisé et fier d'appartenir à la grande famille gabonaise. De surcroît, en restreignant le nombre de candidats éligibles, nous limitons le choix des électeurs. Cette approche pourrait exclure des individus compétents, désireux de servir notre nation, uniquement en raison de critères arbitraires. À terme, ces restrictions risquent de générer une classe politique homogène, déconnectée de la diversité de notre pays, alimentant ainsi les tensions et les divisions au sein de notre société. Quant à la question de la double nationalité qui stipule que tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat à condition d'y avoir renoncé 2 ans avant l'élection, cette disposition manifestement arbitraire et discriminatoire apparaît comme un mécanisme sélectif visant à écarter stratégiquement certains candidats potentiels à la magistrature suprême. Il est incohérent d'exiger la renonciation à la double nationalité pour les candidats, alors que cette option est permise pour la population gabonaise en général. Si une telle restriction doit absolument exister, il serait plus judicieux
de l'appliquer uniquement au président élu, garantissant ainsi que le chef de l'État n'ait pas d'allégeance envers un autre pays, tout en préservant l'accès au pouvoir pour des candidats potentiellement qualifiés. Par ailleurs, l'absence d'un statut spécifique pour les candidats à l'élection présidentielle soulève également des préoccupations. Le délai de 2 ans imposé pour renoncer à une autre nationalité est arbitraire et impraticable, ne correspondant pas aux réalités du processus électoral. Cela poserait un problème dans le cadre d'élections anticipées, où cette exigence deviendrait inapplicable et risquerait d'exclure injustement des candidats. Je propose donc que nous réfléchissions à des modifications visant à rendre ces dispositions plus cohérentes et équitables. Nous pourrions envisager de supprimer les exigences de renonciation à la nationalité pour les candidats, en accord avec le principe d'égalité devant la loi. Si une restriction s'avère nécessaire, appliquons-la uniquement au président élu, en lui accordant un délai raisonnable pour renoncer à l'autre nationalité. De plus, il conviendrait d'inclure une clause d'exception pour les élections anticipées, permettant ainsi aux candidats de conserver temporairement leur double nationalité, tout en leur imposant l'obligation de renoncer en cas de victoire. Concernant les articles 190 et 191, les dispositions transitoires de la Charte de la transition, bien qu'élaborées dans un contexte tumultueux, seraient en contradiction avec la légitimité d'une nouvelle constitution adoptée par voie référendaire. Cette constitution n'est pas seulement un texte légal, mais l'acte fondateur de notre démocratie, l'expression de notre engagement envers un avenir où la volonté du peuple prime. Il est impératif d'affirmer que la légitimité d'un texte doit provenir du consentement populaire et non d'un processus entaché d'irrégularité. La charte de la transition, issue de circonstances exceptionnelles, ne peut avoir le même poids juridique qu'une constitution résultant d'un vote libre et équitable. Permettre à des dispositions élaborées dans ce contexte de coexister avec notre nouvelle constitution créerait non seulement une confusion juridique, mais menacerait également la stabilité de notre démocratie. La Constitution doit être notre unique norme suprême, l'expression claire de notre volonté collective, pleinement effective et immédiatement applicable. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, l'article 192 soulève de vives interrogations. À première vue, reconnaître les acteurs de la transition pourrait sembler un pas vers la réconciliation. Pourtant, je suis persuadé que de telles dispositions dans notre constitution permanente sont inadéquates et risquées. Il serait bénéfique que notre loi fondamentale soit considérée avant tout comme un cadre pour guider notre nation vers un avenir harmonieux, plutôt que comme un moyen de revisiter des événements passés et de justifier des décisions qui ont pu susciter des débats sur notre parcours démocratique. Il est essentiel de garder à l'esprit que la Constitution doit dépasser les enjeux politiques actuels. Elle doit être un texte qui établit les principes et les institutions guidant notre nation, basé sur le respect des droits de chaque citoyen et l'état de droit. Octroyer des immunités ou des avantages particuliers à ceux ayant participé à un coup d'État enverrait un message dangereux. La violence et le renversement de l'ordre démocratique peuvent être récompensés. Cela risquerait d'ébranler les fondements même de notre société en légitimant des comportements contraires à nos valeurs démocratiques et de justice. Inscrire de tels actes dans notre Constitution pourrait aussi ternir notre image de nation, résolument engagée dans la construction d'une démocratie solide.
Notre Constitution doit être un phare, guidant notre pays vers un avenir fondé sur le dialogue, l'unité et une véritable réconciliation. Je propose donc que toute mesure d'amnistie ou davantage pour les acteurs de la transition soit traitée par voie législative, distinctement du texte constitutionnel. Cette approche permettra de conserver la souplesse nécessaire pour gérer des situations transitoires, tout en préservant la nature intemporelle et fondamentale de notre Constitution. La législation peut être un moyen efficace pour aborder ces questions de manière plus appropriée et approfondie que par des dispositions constitutionnelles. Ainsi, notre Constitution restera un document sacré, reflet des aspirations et des valeurs de notre peuple. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, notre devoir est de forger un cadre légal qui incarne véritablement les aspirations de notre nation, ancré dans la justice et l'équité. Ensemble, nous avons l'occasion de façonner une nouvelle ère pour notre pays, où chaque Gabonais se sentira écouté, valorisé et impliqué dans la construction de notre avenir commun. Dans notre quête d'un Gabon démocratique, il est responsable d'examiner minutieusement les dispositions de notre nouvelle Constitution et leurs implications profondes. Abordons maintenant la question fondamentale des prérogatives du président de la République. Nous sommes face à un défi majeur pour l'avenir de notre nation. La centralisation du pouvoir au sein de l'exécutif. La concentration des pouvoirs au sommet de l'État stipulée par l'article 76, où le président assume les rôles de chef de l'État et de chef de gouvernement, soulève des inquiétudes légitimes. Une telle centralisation risque d'étouffer la pluralité des opinions au sein de l'exécutif. Dans un système où le dialogue et le consensus sont primordiaux, cette concentration pourrait mener à des dérives autoritaires, où le président exercerait une influence excessive sur les politiques publiques au détriment de l'intérêt national. L'article 64, conférant au président le pouvoir réglementaire, accentue cette emprise. En paraphant tous les actes réglementaires, le président détient une autorité considérable pour modeler notre société selon sa vision. L'histoire nous enseigne que les gouvernements dotés de tels pouvoirs peuvent aisément s'écarter des principes démocratiques. Une gestion transparente et responsable de cette autorité n'est pas seulement souhaitable, elle est impérative. De surcroît, le rôle de chef suprême des forces de défense et de sécurité, tel que défini par l'article 67, mérite une attention particulière. Bien que la sécurité nationale exige un commandement ferme, il est primordial que cela ne conduise pas à une militarisation de notre vie politique. Les forces de défense doivent demeurer au service du peuple et non du gouvernement. L'adhésion aux principes démocratiques doit toujours prévaloir. Abordons à présent la question cruciale du contrôle parlementaire. L'article 72 octroie au président le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette disposition, bien qu'elle vise à assurer la stabilité du gouvernement, ne doit en aucun cas affaiblir le pouvoir législatif. Les députés, en tant que représentants directs du peuple, doivent conserver leur capacité à contrôler et à interroger l'exécutif. Sans cela, notre démocratie risquerait de perdre de sa substance et sa capacité à défendre les droits et les intérêts de nos concitoyens. Quant aux communications du président au Parlement, qui ne donnent lieu à aucun débat, selon l'article 70, je souhaite réaffirmer l'importance du dialogue constructif. Dans une démocratie vigoureuse, le débat est le fondement de toute prise de décision éclairée. Chaque parlementaire doit avoir l'opportunité d'interroger et de discuter les politiques gouvernementales, garantissant ainsi la transparence et garantissant ainsi que la transparence et la responsabilité demeurent au cœur
de notre gouvernance. Quant au processus législatif, la capacité du président à demander une nouvelle délibération sur une loi ne doit pas entraver le progrès législatif. De même, la possibilité de soumettre directement des projets de loi à référendum doit être utilisée avec prudence, en veillant à ne pas contourner le rôle essentiel du Parlement dans le débat démocratique. Les pouvoirs exceptionnels qui sont conférés au président en période de crise méritent une réflexion soutenue. L'article 71 autorise le président à déclarer l'état d'urgence ou de siège, mais sans en définir clairement les limites. Cette situation soulève une question fondamentale. Comment assurer la sécurité de notre nation sans compromettre nos libertés essentielles? L'histoire nous enseigne que les crises peuvent être propices à la restriction des droits des citoyens. Il est donc impératif que toute mesure d'urgence soit strictement encadrée, temporaire et soumise au contrôle rigoureux de la Cour constitutionnelle afin de préserver les droits de chaque Gabonais. Concernant l'influence du président sur le pouvoir judiciaire, le droit de grâce prévu par l'article 69 soulève aussi des réticences légitimes. Il faut garantir l'indépendance de la justice, pilier de notre démocratie, en évitant toute apparence d'ingérence de l'exécutif dans les décisions judiciaires. Par ailleurs, le pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires et ambassadeurs, l'article 66, doit être exercé avec discernement. Notre administration doit être composée de personnes compétentes, dévouées à l'intérêt national plutôt qu'à des loyautés personnelles. Le président doit s'engager à exercer ses prérogatives dans un esprit de responsabilité et de transparence, toujours au service de l'intérêt supérieur de notre nation. Nous devons reconnaître que ces dispositions, sans surveillance adéquate, pourraient ouvrir la voie à un régime autoritaire, une dictature, menaçant ainsi la démocratie que nous chérissons tous. Pour contrer cette tendance, il est primordial de renforcer nos mécanismes de contrôle et d'équilibre des pouvoirs. Dans cette optique, il est impératif de consolider le rôle de l'Assemblée nationale dans la supervision de l'exécutif. Chaque député doit avoir la capacité d'interroger, de débattre et de s'assurer que le gouvernement agit dans l'intérêt du peuple gabonais. Encadrer strictement les pouvoirs exceptionnels du président en définissant avec précision les circonstances et la durée de leurs applications. Un système efficace de contrôle et de contrepoids est essentiel pour préserver nos droits et nos libertés fondamentales. Assurer l'indépendance totale du pouvoir judiciaire. La séparation des pouvoirs doit demeurer un principe inébranlable pour éviter toute ingérence dans le processus judiciaire. Ces mesures ne sont pas simplement nécessaires, elles sont vitales pour établir un cadre démocratique solide, respectueux des droits de tous les citoyens. Nous devrons œuvrer ensemble pour construire un Gabon où la démocratie n'est pas qu'un concept abstrait, mais une réalité tangible et dynamique, où chaque citoyen peut s'épanouir dans la liberté et la justice. En conclusion, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, il est indéniable que notre nation a besoin d'une nouvelle constitution, d'un cadre qui incarne nos aspirations et valeurs. Cependant, le texte qui nous est soumis aujourd'hui soulève de sérieuses inquiétudes. Il ne répond pas aux exigences des principes démocratiques modernes que nous devrions défendre. Il manque de cohérence, de modernité, de pérennité et surtout, il ne reflète pas l'esprit d'inclusivité et de diversité que nous souhaitons pour notre gouvernance. Nous avons l'opportunité de bâtir un cadre constitutionnel qui garantisse les droits de chacun,
qui encourage la participation citoyenne et qui assure un véritable équilibre des pouvoirs. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, en cette période charnière de notre histoire, je m'adresse à vous avec une profonde sincérité et un sens aigu de la responsabilité. Le projet de nouvelle constitution qui nous est soumis soulève des préoccupations importantes et légitimes que nous ne pouvons ignorer. Dans l'état actuel des choses, je ne peux, en conscience, recommander un vote favorable lors du prochain référendum. Néanmoins, je suis pleinement conscient que le rejet de ce texte pourrait compromettre notre transition démocratique et exposer notre nation à des risques considérables. C'est pourquoi j'appelle à un nouveau dialogue inclusif pour trouver une voie qui préserve à la fois nos aspirations démocratiques et la stabilité de notre pays. C'est dans cet esprit de responsabilité et avec espoir que je lance un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi qu'à tous les députés et sénateurs de la transition. Je m'adresse également à l'ensemble de notre classe politique, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, pour que nous puissions rassembler nos idées et nos visions autour d'un débat véritablement inclusif et patriotique. J'exhorte également la société civile, les intellectuels, les artistes et tous les citoyens engagés à relayer cet appel à la réflexion collective. Unissons nos forces pour façonner une constitution qui incarne vraiment nos aspirations communes et garantisse un avenir prospère pour le Gabon. À vous, jeunesse gabonaise, je dis, votre voix est essentielle. Votre dynamisme et votre créativité sont les moteurs du changement dont notre pays a besoin. Aux chefs traditionnels et religieux, gardiens de notre héritage, j'affirme, votre sagesse est indispensable pour guider nos pas vers un avenir respectueux de nos valeurs. Ensemble, nous pouvons bâtir un cadre constitutionnel moderne, équilibré et représentatif de la diversité gabonaise. C'est par le dialogue et la concertation que nous relèverons ce défi crucial pour l'avenir de notre nation. J'appelle chaque Gabonaise et chaque Gabonais à s'impliquer activement dans cette démarche nationale. Engageons-nous dans des forums, des débats et des initiatives locales qui favoriseront un échange d'idées fructueux. Ensemble, créons un espace de dialogue où chacun se sentira entendu et valorisé. Faisons de notre Constitution le miroir de notre diversité. Un texte qui honore notre richesse culturelle tout en renforçant notre unité. Le moment est venu de dépasser nos différences pour construire un avenir commun où chaque voix compte et où chaque citoyen a sa place. Mes chers compatriotes, unissons nos efforts pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Une page qui incarne notre volonté collective de bâtir un Gabon en paix, uni, prospère, équitable et solidaire. Que Dieu bénisse et protège le Gabon. Je vous remercie. Je suis Junior Mboulet, directeur de publication du média Gabon Nouvelle Vision. C'est un site d'information. Je reprends vos dernières paroles. Vous souhaitez peut-être un deuxième dialogue plus élargi. Mais, Monsieur le Président, nous savons, vous et moi, que même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Un deuxième dialogue
Est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres ne demanderont pas un troisième? C'est ma seule question, ma première question pour le moment. Merci. Merci. Oui, allez-y. Bonjour, Monsieur le Président. C'est Roland Oluba de la rédaction de Gabon Mail Info pour m'accorder à la question qui a été posée par mon confrère ici, appelé à un nouveau dialogue. Ne voyez-vous pas que cela retardera davantage l'échéance de la fin de la transition et nécessiterait plus de moyens à l'État gabonais? Parce que aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que le pays connaît certains problèmes à cause du fait que nous ne soyons pas dans un processus démocratique normal. Et puis aussi, l'autre question, la deuxième question que je vous pose ici est que pouvez-vous dire? Vous êtes quasiment le seul candidat à avoir soutenu la candidature consensuelle de l'opposition, à ne pas accompagner la transition actuelle à l'instar de certains de vos camarades qui sont aujourd'hui soit au gouvernement, soit au Sénat. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Vous n'avez pas été approché par le CETERI comme tout le monde, ou vous avez délibérément choisi de mener votre combat sous un autre angle? Merci, Monsieur le Président. Merci. Il y a 3 questions déjà. Il y en a 2 qui se ressemblent, et puis une autre qui est assez distincte. Je m'attendais à ce que cette question me soit posée. Je la trouve tout à fait légitime. Si vous avez suivi correctement mon propos liminaire, vous comprendrez que j'explique que le processus qui nous amène à cette constitution qui nous est proposée a été biaisé dès le départ. Et que, au-delà des mots qui ont été utilisés pour qualifier les différentes instances, on a parlé de consensus, on a parlé d'inclusivité. Ces mots n'ont pas été appliqués de façon effective. Mike Joktan, par exemple, a désiré participer au dialogue national. Je n'ai pas été invité. Mais je peux vous citer beaucoup d'acteurs politiques majeurs, des acteurs politiques majeurs des 20 dernières années qui auraient souhaité participer et qui n'ont pas été invités. Ensuite, ce dialogue national inclusif qui est devenu un dialogue national inclusif, mais très général. On a traité des questions politiques, on a traité des questions économiques, on a traité des questions d'ordre social. Mais la question de la Constitution, c'est d'abord une question politique. On ne peut pas rédiger une nouvelle Constitution sans associer ceux qui pratiquent la vie politique de façon quotidienne. C'est ça que je dis. Je ne demande pas que l'on fasse un dialogue de la même ampleur que celui qui a été fait autrefois, mais je demande que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui créent les opportunités pour que la discussion se fasse. Okay? C'est pour ça que je n'ai pas dit j'appelle à un nouveau dialogue national inclusif, mais je dis j'appelle à ce que nous puissions nous parler, particulièrement en ce qui concerne ce texte constitutionnel. Vous avez indiqué tout à l'heure, et c'est l'autre confrère qui a dit le pays semble bloqué parce que en période de transition, on n'est pas en démocratie. Je crois que c'est ça que vous avez dit. Mais effectivement, mais il ne faudrait pas que la nouvelle constitution nous fasse entrer dans une période de transition éternelle. Ça veut dire que le Gabon ne connaisse plus jamais la démocratie à laquelle nous aspirons. C'est pour ça que, dans l'objectif
de préserver la paix sociale. Parce que ce que j'ai essayé de dire dans des mots courtois, c'est que le texte qu'on nous propose porte en lui les germes de l'instabilité de demain, porte en lui les germes de la division. Et c'est ça que nous voulons éviter. C'est pour ça que dans mon discours, il y a des mots que j'utilise régulièrement. Je parle d'un Gabon en paix. Je parle d'un Gabon uni. Je parle d'un Gabon prospère. Ces trois mots-là sont importants et ils doivent définir notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de construire notre pays. La deuxième question qui a été posée par votre confrère quant à ma participation dans les instances du pouvoir actuel. D'abord, le fait que je ne sois pas en poste ou que je n'ai pas été nommé à une fonction particulière n'indique pas que je sois contre la transition. Voilà. Je ne suis pas contre la transition. Dans mon discours de tout à l'heure, je l'ai dit, je souhaite que la transition réussisse. Mais sauf que je ne cherche qu'elle réussisse véritablement, pas simplement en apparence. La transition sera réussie si effectivement nous arrivons à restaurer les institutions, des institutions qui soient, comme j'ai dit, modernes, cohérentes, qui respectent la séparation des pouvoirs, l'état de droit, qu'elles soient impersonnelles et intemporelles. Alors, nous allons passer à une nouvelle série de 3 questions. Ok, monsieur. Je suis Alexandre. Maintenant, je n'ai pas été approché et on ne m'a rien proposé. Ouais, je suis Alexandre Maoundo, journaliste à TV Plus Afrique. Monsieur le Président, quelle relation avez-vous actuellement avec vos amis de l'opposition qui, d'une certaine manière, sont aux affaires? Et puis, l'autre question, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre laïus. Nous avons assisté récemment à la sortie d'Alain-Claude Lévisier. Il y a beaucoup de convergences dans ce que vous dites. La politique étant l'art de tous les possibles, est-il possible demain que vous ralliez à Alain-Claude Lévisier? Alors, je vais répondre parce qu'il y a 2 questions là. Il y a 2 questions. La première question, quelle relation j'entretiens? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'opposition, être opposant, n'est pas un statut éternel. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, vous ne pouvez plus les appeler opposants. Okay? Ils étaient opposants quand ils n'étaient pas aux affaires. Okay? Ensuite, ne pas être aux affaires ne veut pas nécessairement dire que l'on est opposant. Okay? On peut ne pas être aux affaires et simplement être en observation. Ceci étant, j'ai gardé de très bons rapports avec tout le monde. D'ailleurs, même quand j'étais très opposé au système Bongo-PDG, je n'ai jamais entretenu des rapports d'exclusion. Vous savez, de par mes fonctions d'évêque, d'homme de Dieu, je suis contraint à la discussion et au dialogue avec tous. Donc cette attitude, ce trait de caractère qui est le mien, c'était vrai à l'époque et c'est vrai encore aujourd'hui. Donc je parle sans aucune difficulté avec tous ceux qui étaient avec moi dans le cadre d'Alternance 23. Je parle aussi sans aucune difficulté avec ceux qui aujourd'hui sont des militaires, sont aux affaires. Je parle avec tout le monde. Mais je garde ma liberté de penser, l'autonomie de mes réflexions. Alors, la deuxième question, par rapport à Alain-Claude Bilimzé, l'ancien Premier ministre, d'abord, je considère que c'est son droit de s'exprimer comme il s'exprime. C'est son droit de défendre
son bilan, le bilan qu'il partage d'ailleurs avec Ali Bongo et le PDG. Et c'est aussi le droit des Gabonais de juger de la pertinence de ce qu'il dit lorsqu'il défend son bilan. Je considère que c'est son droit aussi d'observer ce qui se fait aujourd'hui et d'exprimer son opinion. Il se trouve que Alain-Claude Billy-Binzé trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'il faisait à l'époque quand il était au PDG et ce qui se fait aujourd'hui par ceux qui ont déposé le PDG. Je considère que c'est son droit de faire cette analyse et de le dire. Maintenant, il le dit aux Gabonais qui, aujourd'hui, sont matures et sont capables de juger de la pertinence, de la vérité de ses propos, qui sont capables, effectivement, de faire la comparaison entre ce qui se faisait hier et ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui me dérange dans votre question, c'est pourquoi c'est moi qui devrais me rallier à Alain-Claude Billy-Binzé. Pourquoi on n'imaginerait pas que ça se fasse dans l'autre sens? Bon, pour ma part, je trouve que c'est un brillant orateur. Je trouve qu'il dit souvent des choses intelligentes qui méritent d'être écoutées. Maintenant, je crois qu'il doit faire la preuve, la démonstration de sa sincérité, au vu de son parcours et de son histoire. Je connais très bien l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. Nous nous connaissons depuis que nous sommes très jeunes. C'est quelqu'un que je respecte. Mais les choix de vie qui ont été les siens pendant les 30 dernières années ont toujours été à l'opposé des choix de vie qui ont été les miens. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a un contexte différent. Moi, je ne suis pas aux affaires. Lui, il n'est pas aux affaires. Il observe, j'observe. C'est le temps qui nous dira si nous devons marcher ensemble ou pas. Merci, Président. Une autre question? OK. On va d'abord donner au journaliste qui n'a pas pris la parole tout à l'heure. Merci. Merci. Bonjour, docteur. Je suis Roland Itougué de la rédaction du journal Mbanja. Vous avez demandé l'inversion du calendrier électoral dans votre propos liminaire, ce qui suppose que vous vous projetez déjà pour les élections à venir. Ma question est de savoir, dans l'état actuel du projet de constitution, si le oui finit par l'emporter au référendum, prendrez-vous part à ces élections tout de même? Alors, j'ai une deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question, vous avez, à l'entame de votre propos liminaire, vous avez dit que vous avez été mandaté pour les événements que nous connaissons à la frontière. Sauf que, peut-être que ça m'a échappé, vous n'avez pas dit qui vous a mandaté. Là est ma deuxième question. Merci. Déjà, vous savez, les fonctions que j'occupe depuis mon entrée dans la vie active font que je suis régulièrement amené à parler en public. Et donc, lorsque je m'exprime de façon générale, je pèse chacun des mots que j'utilise et j'évite de dire des choses qui sont ambiguës au point qu'elles puissent prêter à confusion. Dans le contexte d'aujourd'hui, je n'ai pas parlé de ma participation à une quelconque élection électorale, ni en tant que député, ni en tant qu'élection locale, ni en tant qu'élection présidentielle. J'ai été candidat en 2023 avec un vrai projet pour le Gabon que j'ai présenté, que j'ai défendu.
vous savez comment les choses se sont passées, comment elles se sont terminées. Aujourd'hui, mon regard est sur la Constitution. Et ce que j'ai dit au sujet de la Constitution n'est pas lié à mes projets ou mes ambitions personnelles. Si la question c'est est-ce que Mike Joktan va rester dans la vie politique, absolument. Okay? La rencontre d'aujourd'hui est la preuve que je n'ai renoncé à rien. Mais après, être candidat à une élection présidentielle, ce n'est pas une décision que l'on prend de façon épidermique. Okay? C'est le fruit d'une longue réflexion. C'est une réponse à un contexte particulier. J'ai été candidat face à Ali Bongo parce que je considérais que chaque jour qui passait avec Ali Bongo à la tête du pays était un jour de perdu pour notre pays. Et je pensais qu'on pouvait proposer autre chose aux Gabonais. J'y avais réfléchi, j'avais des solutions à apporter. Aujourd'hui, la question qui nous rassemble, c'est celle de la Constitution. C'est à ça que je m'arrête. Maintenant, j'ai 52 ans, okay, donc je suis là et je serai encore là pour les 30 prochaines années. Merci. Qui m'a envoyé Parce que vous avez dit la frontière. Je n'ai pas été envoyé à la frontière. Les événements qui sont produits au niveau de la frontière. Voilà. Mais je précise, je n'ai pas été envoyé à la frontière, j'ai été envoyé en Guinée. Okay? Quand j'ai été envoyé en Guinée, il faut savoir qu'il y avait à ce moment-là un sommet des chefs d'État, notamment sur la crise gabonaise. Et ce sommet-là se passait à la ville. Se passait à Mongomo. Okay? C'est pour cela que je ne suis pas parti par avion, mais que nous sommes partis par la route, parce que c'était plus proche de nous de fonctionner de cette façon. Maintenant, qui m'a envoyé? Vous savez que j'étais directeur de campagne, okay, pour le compte d'alternance 2023 du professeur Albert Kondosa. Voilà. Donc, on m'a demandé, lui m'a demandé, okay, d'aller en Guinée pour traiter des questions que j'ai clairement déclinées dans mon laïus de tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai été interrogé par tous les services sécuritaires du pays. J'ai été interrogé par la DGDI. J'ai été interrogé par le B2. J'ai été interrogé par l'OCLAD. J'ai été interrogé par la police judiciaire. J'ai été interrogé par le procureur de la République à OIM. J'ai été interrogé par le juge d'instruction. J'ai été interrogé par le service des douanes. Okay? À tous ces services, j'ai répondu exactement la même chose. À aucun moment, je ne me suis déjugé sur quoi que ce soit. D'ailleurs, je suppose que ces procès-verbaux d'audition sont certainement disponibles dans ces administrations. J'ai indiqué dès le départ pourquoi est-ce que je partais en Guinée équatoriale. Écoutez, quand il y a un coup d'État, dans tous les pays du monde, la première question qu'on pose, c'est à quand le retour à l'ordre constitutionnel? Ça fait partie des choses que je devais discuter, ça fait partie des choses qui étaient dans la lettre. Retour à l'ordre constitutionnel. Question légitime à laquelle il fallait répondre. On est dans une élection où il y a des gens qui ont gagné l'élection. Il y a des militaires qui ont pris le pouvoir. Okay? À mon sens, pour la paix du pays, nécessaire qu'il y ait un vrai dialogue entre les militaires qui ont pris le pouvoir et ceux qui ont la légitimité d'avoir gagné les élections. Il fallait qu'il y ait ce dialogue. Et souvent, ces dialogues-là sont encadrés internationalement. Okay? Une autre question essentielle, c'est quelle est la durée de la transition? Okay? Les transitions peuvent durer 6 mois. Okay? Vous savez que le Gabon a connu une transition de moins de 6 mois. Lorsque, en 2009, le président Bongo est décédé, on a eu une période de transition qui a duré à peu près 4 mois.
Okay, à peu près 4 mois, en 2009. Okay. Donc, comme je dis, il y a des expériences de transition qui ne durent pas 2 ans. Donc, ce n'était pas évident que la transition doive durer 2 ans. Donc, c'était toutes ces questions-là qui devaient être discutées, pour lesquelles j'ai été mandaté. Maintenant, vous me posez la question, mais vous êtes journaliste, certainement vous faites de l'investigation, vous avez dû, en dehors de ce que je dis maintenant, vous avez dû voir une vidéo dans les réseaux sociaux, okay, qui redit clairement, okay, le fait que j'ai été envoyé. Cette vidéo parle suffisamment clairement, et c'est pour ça que moi je ne juge pas utile, okay, de revenir tous les jours sur cet épisode. Si vous permettez, docteur, si je pose la question, c'est parce que justement il y a un acteur politique qui avait reçu la même question à l'époque, mais qui disait que non, il n'avait envoyé personne. Mais sauf que ce même acteur politique a produit une vidéo que vous avez vue. Okay. Maintenant, c'est à vous de déterminer si la vidéo que vous avez vue, c'est l'intelligence artificielle, okay, ou si c'est la vérité. Monsieur le Président, l'un des contenus, les articles, certains articles contenus dans le projet de constitution stipulent clairement qu'il y aura une amnistie pour les membres du CTRI. Et la deuxième question, c'est que vous disiez tantôt que il paraît qu'à l'entrée de la Constitution sera forcément peut-être votée en décembre. Or, les élections seront après l'année prochaine. On ne sait pas, on est dubitatif. Est-ce qu'on ira aux élections sur cette Constitution ou bien en tenant compte de ce que propose la charte du CTRI, selon vous? Est-ce que vous serez disposé peut-être à faire des propositions écrites s'il n'y a pas un autre dialogue pour que vous donniez votre point de vue par rapport à cela sur les deux aspects, les deux questions? Alors, j'ai oublié la première partie de la question. Est-ce qu'il fallait qu'on propose une amnistie pour les membres? D'accord. Oui. Alors, je veux dire d'abord que de façon générale, je ne suis pas contre le fait qu'on amnistie ceux qui ont fait le coup d'État. Ça s'est vu dans d'autres pays où il y a des coups d'État. Bon, d'ailleurs, après, vous remarquerez quand même que dans les pays développés, okay, dans les grands pays du monde, il n'y a pas de coup d'État. Les coups d'État, c'est chez nous, en Afrique. Bon. Mais dans nos pays africains où il y a eu des coups d'État, il est arrivé que l'on amnistie les auteurs du coup d'État. Il est arrivé aussi qu'on les récompense d'une certaine manière si on considère que le coup d'État a apporté un plus à la vie du pays. Je ne suis pas contre le principe d'amnistier, je ne suis pas contre le principe de faire des cadeaux. Mais je suis contre le fait que l'on l'inscrive dans la Constitution. Je dis la Constitution doit être impersonnelle et intemporelle. Je dis il peut y avoir une loi qui est votée au Parlement, okay, qu'ils pourront brandir à chaque fois qu'ils se sentiront menacés si c'est nécessaire. Mais pas dans la Constitution. Et je trouve que c'est honteux, okay, c'est ridicule pour notre pays d'intégrer ce type de disposition dans un texte qui a vocation peut-être à être lu dans 200 ans, dans 300 ans, dans 500 ans. Okay? Les membres du CTRI qui ont fait le coup d'État, dans 50 ans, ils ne seront plus là. Donc on n'a pas besoin de les insérer dans un texte qui est supposé demeurer quasiment pour l'éternité. Parce que les constitutions sont écrites pour durer longtemps. Voilà ma position. Maintenant, oui, je fais cette conférence de presse pour être entendu. Comme j'ai dit, j'ai lancé un appel. Je le lance avec responsabilité et aussi avec espoir. Je serais heureux que demain, on m'appelle pour dire « Docteur McJoktan, vous avez parlé, okay, on voudrait vous entendre, on voudrait vous écouter, on voudrait que vous partagiez avec nous sur ces différents sujets et je le ferai
vraiment avec joie et dans l'amour pour mon pays et pour mes prochains. Oui. Président, j'aimerais revenir sur la question de binationaux. Pourtant, l'exclusion de certains compatriotes pour être candidat à la présidentielle dans certains pays exige d'être de père et de mère du pays pour lequel ils aspirent à diriger. En quoi cela serait de la xénophobie ou la division des Gabonais réellement? D'abord, bon, j'ai mes fiches ici, mais je ne vais pas les lire parce que vous touchez un sujet sur lequel j'ai quand même assez longuement réfléchi. Dans la Constitution de 91, il fallait être Gabonais de père ou de mère depuis, je crois, 4 générations. Ça voulait dire quoi concrètement? Ça voulait dire qu'on n'était pas obligé d'avoir les 2 parents gabonais pour être considéré comme un Gabonais en capacité de compétir à l'élection présidentielle. C'est dans ce contexte-là qu'on a pu avoir, par exemple, Jean Ping comme candidat à l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que les Gabonais qui ont voté Jean Ping en 2016 savaient qu'il était de père chinois et de mère gabonaise. Ça n'a pas empêché la grande majorité des Gabonais de leur apporter son suffrage. Parce qu'en 2016, ils ont jugé qu'il rassemblait sur lui toutes les conditions pour diriger correctement le Gabon. Je voudrais que vous remarquiez aussi que le président Léomba était marié à une femme centrafricaine. Est-ce que les enfants du président Léomba sont moins gabonais que nous? Au point que s'ils désirent se présenter à l'élection présidentielle, qu'ils ne le puissent pas. Omar Bongo, après avoir été marié avec une Gabonaise, a épousé une Congolaise. Est-ce que ces enfants-là sont moins gabonais que nous? C'est la question que je pose. Maintenant, la disposition qui demande que nous soyons gabonais de père et de mère, qui eux-mêmes sont gabonais de père et de mère, avec une femme qui est gabonaise de père et de mère, dont les parents sont gabonais de père et de mère. Mais est-ce que vous savez combien de personnes ça représente? Ça veut dire qu'on est en train d'éliminer pour plusieurs générations, pas pour une seule, pour plusieurs générations, une certaine catégorie de Gabonais. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, la seule condition, c'est d'être né sur le sol. Ça veut dire que si tu n'es pas né sur le sol, mais que tu es américain, tu es privé de cette capacité à te présenter pour une génération. Tes enfants pourront se présenter si eux sont nés sur le sol. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. L'autre chose qui est importante, est-ce que vous savez que dans la répartition ethnique du Gabon, le niveau de métissage n'est pas le même? Est-ce que vous savez qu'il y a au Gabon des ethnies où il y a plus de métis que d'autres? Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que par ces dispositions, il y a aussi une élimination ethnique. Les peuples qui sont les peuples de la côte, prioritairement, ont épousé les étrangers, notamment les Blancs. Okay. Ce que moi je dis, c'est que je comprends bien que
quelqu'un qui n'est pas né gabonais ne puisse pas accéder à la fonction présidentielle. Parce qu'il n'est pas né gabonais, il est devenu. Okay? Mais la génération d'après, ses enfants doivent pouvoir. Okay? Mais que lui soit devenu gabonais, okay, le prive. Je peux le comprendre. Et c'est la seule mesure, d'ailleurs, que moi je comprends. Dans ce pays, un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne voulons pas régler les problèmes en profondeur. On aime régler les problèmes de façon superficielle. Un des problèmes qu'on doit régler, c'est le problème du code de nationalité. Et comment est-ce que les étrangers qui obtiennent la nationalité gabonaise, comment est-ce qu'ils l'obtiennent? Okay? Dans le passé, ça a toujours été de la mafia. Mettons en place un dispositif juridique qui fasse que quand quelqu'un obtient la nationalité gabonaise, que la nation gabonaise puisse lui faire confiance pour dire que c'est effectivement un des nôtres. Je termine en vous disant ceci, et je l'ai dit dans mon texte. Lorsque, en fait, avec ces mesures, qui sont des mesures d'exclusion, elles vont fragmenter la société. On va se retrouver demain avec le principe du Gabonais pur. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Alors, quand on définit des concepts, il faut pousser la logique jusqu'au bout pour en comprendre la dangerosité. C'est ça. Il n'y a pas de Gabonais pur. Il y a des Gabonais, un point, un trait. C'est ça mon opinion. Merci beaucoup, Président. Si vous avez encore des questions, c'est l'occasion. Je pense que tout a été dit. S'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, je pense que le Président a peut-être un dernier mot. Je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir accepté la rencontre de ce matin. C'était ma responsabilité de m'exprimer. J'allais dire de m'exprimer comme je me suis exprimé, en toute sincérité et en toute responsabilité. C'est maintenant votre devoir de relayer fidèlement les choses qui ont été dites. Le contexte particulier dans lequel nous sommes au Gabon, aujourd'hui, ne doit pas faire l'apologie de la pensée unique. Les Gabonais doivent entendre tous les sons de cloche. Et après avoir tout entendu, ils doivent juger. Ils doivent décider quelles sont les vérités auxquelles ils veulent adhérer, quels sont les mensonges qu'ils veulent rejeter. Donc tout ce que moi je vous demande, c'est de relayer fidèlement les pensées qui m'ont motivé, les pensées que j'ai développées, pour que les Gabonais sachent et que nul n'en ignore. Voilà, merci.